On nous le dit presque sans arrêt, le sport, c'est bon pour la santé. Nous sommes des milliers, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à pratiquer une activité sportive pour être plus en forme, être plus tonique, bref, se sentir mieux. Mais pour certains, les limites n'existent plus. Toujours plus loin, toujours plus haut, le sport devient alors une façon de prendre des risques, voire même de frôler la mort. C'est ici, à Montpellier, au cœur de l'une des villes les plus sportives de France, que nous allons plonger au cœur de ce type d'engrenage. Quand l'addiction au sport devient dangereuse, bienvenue dans Réseau d'enquête. C'est ma bouffée d'oxygène, c'est quelque chose qui me régule. Depuis tout petit, en fin de compte, j'ai toujours fait du sport régulièrement, presque tous les jours. Les organisateurs lancent des courses de plus en plus difficiles, mais derrière, c'est débrouillez-vous. Si vous finissez pas ou si vous n'êtes pas bien, nous, c'est pas notre problème. La plénitude que l'on ressent, l'accomplissement, c'est un truc de fou, c'est assez énorme. Quand tout s'arrête, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces sportifs? Eh bien, il y a le vide. J'ai un accompagnement médical à base d'antidépresseurs. J'ai une carence, j'ai un manque de sport, j'ai un manque d'activité, j'ai plus de repères au jour d'aujourd'hui. Et c'est sûr que le sport de haut niveau, c'est tellement la vie en noir et blanc que si on n'a pas émotionnellement la capacité à gérer le plus haut comme le plus bas, ça peut vous amener bien sûr à des pensées sombres et à des gestes irréparables comme le suicide. Toute l'année, autour de Montpellier, les courses de running se succèdent. Marathon, semi, trail ou ultra-trail. Aujourd'hui, c'est le marathon. Cette année, pour cette 8e édition du marathon de Montpellier, il y a plus de 5000 coureurs sur la ligne de départ qui se situent juste ici. On ne le sait pas, mais la pratique intensive du sport peut isoler et même désocialiser. De très nombreux sportifs sont potentiellement en danger. Vous avez déjà entendu parler de la bigorexie? Pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la bigorexie? Absolument pas. La bigorexie est encore difficile à détecter par les médecins. Ce trouble psychologique aurait pourtant entraîné la mort de 500 personnes en France ces dernières années. La bigorexie, c'est la maladie de certains sportifs qui sacrifient tout pour le sport. Leur famille, leurs amis, leur corps, jusqu'à tomber parfois dans la dépression. Une équipe de France 3 Provençal a tenté de comprendre ce qui pousse ces sportifs au-delà de leurs limites. À 22 ans, Alexis vient de tourner une page bien sombre de sa vie, celle de la bigorexie. Une maladie dont il a porté les stigmates durant de longs mois. Une maladie qui l'a coupé de tout, famille, amis et avenir professionnel. On va dire que j'ai quand même des séquelles, donc j'ai quand même encore quelques kilos à prendre. J'ai la pêche, mais pas complètement non plus, donc faut pas que je mette ça de côté, mais ouais, je suis un rescapé. Ouais. Une maladie qui aurait pu lui coûter la vie. Moi, je me définis comme un robot et un zombie. J'étais un peu les deux, quoi. J'étais un robot parce que je faisais des choses, je savais même pas pourquoi il fallait les faire. Je venais au sport parce que voilà, dans ma tête, il fallait faire du sport tout le temps. Et un zombie parce que voilà, j'avais le regard vide. J'irais même à dire, je pense que j'avais pas d'envie en fait. J'avais même plus d'envie. Comme Alexis, en France, entre 10 et 15% des sportifs seraient concernés par la bigorexie. Une maladie sournoise qui a tous les attraits de la parfaite santé. Au début, tout au moins.
Pour comprendre cette pathologie, direction Marseille, où entre la bonne mer et les rafales de Mistral, Éric Sportiche exerce sa spécialité, la psychiatrie. La bigorexie, il la décrit parfaitement. Le mot, il vient en fait du terme anglais big, qui veut dire gros ou grand, et c'est développé en 1970 pour l'addiction des culturistes qui voulaient prendre une masse musculaire importante. Donc on a appelé ça la bigorexie. Hein, et ça a été reconnu comme maladie par l'OMS de mémoire en septembre 2011. Et la définition qu'on peut en donner, c'est un besoin irrépressible, obsessionnel, de pratiquer une activité physique intensive et régulière pour obtenir des gratifications immédiates. Non, on n'est pas zinzin. En tout cas, je suis pas le seul. C'est une libération d'hormones qui récompense grâce à un processus qui est plus complexe. Il y a l'endorphine, il y a la dopamine. Ce sont des neuromédiateurs qui se libèrent et qui inondent le cerveau. D'ailleurs, on peut retrouver cette libération d'endorphine après une jouissance. Hein, donc, il y a on peut apparenter ça aussi à une jouissance sexuelle, par exemple. Un bien-être intense, ressenti différemment selon les personnes. Certains d'entre nous ne connaîtront jamais cet état et ne seront donc jamais bigorexiques. Pour d'autres, en revanche, le sport devient alors une addiction. 3, 2, 1, top départ. Pascal Piche, Allez, donc 6 jours, 6 nuits. est un sportif hors norme. Au début du mois de mai, à la Foire de Paris, il a pédalé durant 6 jours et 6 nuits pour battre le record du monde de home training, le vélo d'appartement. Il a ainsi parcouru 3157 km. Le sport, c'est sa vie depuis toujours. Nous avons retrouvé ce quintuple champion du monde d'ultra-triathlon sur les routes du Gard, où il habite. Disons qu'à l'année, pour faire un bilan, c'est entre 20 et 30 000 km de vélo, c'est 7 à 8 000 km de course à pied et à peu près 500 en natation, quoi. Voilà, donc ça fait un sacré volume et ça fait beaucoup d'absence de la maison. Aujourd'hui, Pascal Piche, ancien policier et réserviste à la Légion étrangère. Une activité de quelques dizaines d'heures par an qui lui permet de faire de ses journées un entraînement permanent. Une vie à 100 à l'heure qui lui a coûté un mariage. Le triathlon, du coup, ça devient 3 disciplines en une, donc automatiquement, c'est beaucoup plus de boulot. Enfin, on se dit, voilà, il y a 3 disciplines, donc il faut s'entraîner comme si on faisait 3 sports différents, mais toujours comme si on n'en faisait qu'un, quoi. Donc, je m'entraîne à fond en natation, à fond en vélo, à fond en course à pied. Du coup, ça fait 10 heures dans chaque discipline. Bah, on est à 30 heures. Hein. Bah, on a sauté le pas et puis on est devenu addict, malade ou ce qu'on veut. Mais bon, moi, je me sens pas malade. Hein. Mais ouais, c'est peut-être de l'excès. Mais c'est tellement une habitude que finalement, pour nous, c'est plus de l'excès. C'est la normalité, quoi. On est bien d'accord qu'on est dans une dépendance et une addiction. Donc les quantités de sport, pour libérer l'endorphine, doivent être augmentées régulièrement. Donc l'activité sportive n'est pas la même en temps horaire. Elle augmente indéfiniment, quoi. Et après, on n'a que 24 heures dans une journée, donc du coup, on est obligé de grignoter sur tout le reste. Pascal Piche tente maintenant de gérer cette dépendance, une addiction que l'on dit positive. Ça a été développé en 1970 par un psychiatre américain qui parlait d'addiction positive, puisque la valeur de sport est une valeur qui est importante et qui est valorisée dans la société actuelle. Donc on a appelé ça une addiction sans substance aussi, positive et sans substance, mais il n'en reste pas moins qu'elle a les mêmes effets qu'une addiction sous substance et les mêmes conséquences néfastes. Une maladie qui a suivi Alexis, comme son ombre, pendant presque 2 ans.
Ce Niçois s'est entraîné tous les jours durant de longs mois. Natation, course à pied et bien sûr séances interminables en salle de sport. C'est là où je prends maintenant vraiment du plaisir à venir et où j'ai pris un peu moins de plaisir parce que c'est vrai qu'en franchissant cette porte régulièrement je rentrais, je me disais je suis fatigué, ça va être dur, ça va être long, j'ai pas envie. Son seul but durant ses entraînements, Il n'y en avait pas. Clairement là je vous réponds, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce qu'à part se foutre en l'air, c'est vraiment le terme approprié, il n'y en a pas quoi. On s'épuise et pourquoi? Là, honnêtement, moi, j'ai pas les mots, je sais pas. la bigorexie d'Alexis était couplée avec de l'anorexie, comme souvent, un cycle infernal, s'entraîner en étant sous-alimenté. Donc là, on se retrouve, et vous le comprendrez bien, face à une personne qui va être en danger physiquement du fait de son anorexie et qui, en aggravant son anorexie grâce à la performance sportive, peut avoir des problèmes métaboliques, ce qu'on appelle des hypokaliémies, des hyponatrémies, des déshydratations et peut en mourir. Les symptômes, une concentration de sodium dans le sang, des nausées, de terribles insomnies et une perte de poids, moins 10 kilos sur la balance d'Alexis. C'est un terme que j'emploie souvent, c'est la descente aux enfers. Parce qu'en fait, c'est très long, ça se met en place longuement. Et quand ça se met en place, c'est une chute libre. Et pour moi, c'est la descente aux enfers. Parce que pour remonter après, là, c'est pas facile. Une chute qui aura donc duré 2 ans. Alexis réussit maintenant à s'alimenter correctement. Il y en a qui connaissent cette fameuse phrase là qui est sortie depuis pas longtemps, le gras c'est la vie. Et aujourd'hui, je le répète tous les jours. Voilà. Donc non, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas trop de gras. La sauce soja, j'aurais un petit peu balisé en me disant ouais, il y a trop de sel, je vais me boucher les artères, c'est pas bon et tout. Le riz, je me serais mis une toute petite portion et j'aurais pesé parce qu'il fallait peser les aliments aussi. Donc non, ça a beaucoup changé depuis. Et c'est mieux comme ça? Ah ouais, là je revis quoi. Là, déjà je mange à ma faim, donc rien que ça c'est du plaisir. Aujourd'hui, 12 millions de personnes courent régulièrement en France. Le running séduit, crée du lien. Plus qu'une mode, c'est un phénomène de société, comme ici, dans le quartier Antigone de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté, Charles-Henri. Bonsoir. Vous, c'est Eric. Voilà. C'est ça. Je suis étonné de voir autant de monde dans un groupe de running. On peut faire mieux même encore, mais non, en fait, on a à peu près le nombre qu'on a tous les soirs. C'est libre. Qui veut venir, vient. Et c'est parti, voilà. En fait, tout le monde se met à courir pour le bien-être à la base. Et puis après, ils viennent rechercher le contact aussi. Et ici, on a quelques coureurs qui font des bons résultats sans être des champions. Au bout d'un moment, on peut prendre confiance en groupe, de pouvoir suivre le groupe en courant et d'être tenté de s'inscrire à une épreuve sportive. Ouais. Et puis, peut-être qu'on n'a pas les capacités suffisantes. Voilà. Alors, là, en même temps, je suis un peu là pour ça. En fait, je suis là pour leur dire, non, là, tu vois, si tu fais ça, c'est pas bon. Actuellement, il y a énormément de coureurs. Les organisateurs lancent des courses de plus en plus difficiles. Mais derrière, c'est débrouillez-vous. Nous, on veut bien vous recevoir, mais après, si vous finissez pas ou si vous n'êtes pas bien, nous, c'est pas notre problème. Les dangers de la course lorsque l'on court trop, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, je peux en parler parce que ça m'est arrivé. Je me nourrissais de la course à pied. C'est-à-dire que j'étais capable de courir 30 km par jour, à peu près. En fait, je manger me plaisait plus et je courais, jusqu'au jour où mon corps a dit stop. Mais non seulement le corps, mais le mental. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Je me suis retrouvé avec des crises d'angoisse. J'ai eu des gros problèmes après dans la vie de tous les jours. Prendre le métro, je ne pouvais plus prendre le métro. C'était devenu de l'addiction, une grosse addiction. Une addiction, c'est ça? Ah oui, c'est de l'addiction, c'est terrible. C'est-à-dire que plus vous en avez, plus le corps l'accepte. C'est ça qui est incroyable.
jusqu'au jour où non, il dit stop. Et quand il dit stop, là, c'est pas bon du tout. Faire du sport, ça ne veut pas dire aller au bout du bout. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, il faut apprendre à se connaître et apprendre à être raisonnable en matière sportive. Bon, on va se réchauffer? Oui. Parti? Oui, là, on y va, là. On y va? Allez. On l'a compris, le sport à outrance peut être un vrai danger pour notre santé physique et mentale. Et l'addiction pousse même certains à réorganiser complètement leur vie pour pouvoir pratiquer tous les jours. Une équipe de France 3 Provence-Alpes a rencontré l'un de ces accros à la course à pied. Laurent Poissonneau flirte avec la bigorexie. Nous l'avions rencontré à l'arrivée du trail de la Sainte-Victoire. Ouais, le public! Ouais, le public! C'était en avril dernier, il était en piteux état, sourire aux lèvres. Laurent Poissonneau. Parce que j'ai pris du plaisir, c'est l'essentiel, quoi. Je suis encore entier, je peux courir encore, donc c'est parfait, quoi, voilà. Puis maintenant, je vais encourager tous ceux qui vont arriver. Voilà, c'est le sport, quoi. Et le voici, un matin, à l'heure où la plupart des gens dorment encore, prêt à avaler 10 km pour démarrer sa journée en faisant du sport. Une journée sans sport, c'est pas possible, c'est ma bouffée d'oxygène, c'est quelque chose qui me régule. Depuis tout petit, en fin de compte, j'ai toujours fait du sport régulièrement, presque tous les jours. Et mon corps, en fin de compte, s'est formaté à cette façon de faire et qui me va bien, parce que ça me permet d'être beaucoup plus zen, plus tranquille, de décompresser. Tout le stress, en fin de compte, je l'évacue à travers le sport. Et de me dire que puisque ça me fait du bien, je continue. Voilà, c'est une thérapie pour moi. Et aujourd'hui, en fin de compte, c'est une nécessité. Je ne peux pas faire sans. Je ne veux pas être bigorexique parce qu'en fin de compte, pour moi, c'est vraiment une maladie. Une fois qu'on est tombé dedans, c'est difficile de faire chemin inverse. Donc, je préfère dire, je la connais, cette maladie. Voilà, t'en es conscient et reste toujours en limite et pense toujours que le partage, l'échange est plus important que tes performances personnelles. Pourtant, le sport avec excès peut avoir des conséquences. À Nice, Virginie Lemaire est psychologue du sport. Pour lui permettre de reprogrammer. Des bigorexiques, elle en voit plusieurs par an. Le sport à outrance, déjà, d'un point de vue physique, ça peut diminuer l'espérance de vie, ça peut altérer les capacités physiques, réellement, et puis ça peut aussi complètement isoler, ça peut empêcher la personne de profiter de la vie autrement, ça peut détruire les liens sociaux qu'elle peut avoir. Pour vivre pleinement son sport, au moins 20 heures par semaine, Laurent Poissonneau a décidé de changer de vie. Il a vendu son entreprise et s'est installé plus modestement à Tretz. Voilà, on est dans la maison de ville dans laquelle j'ai décidé de faire plusieurs appartements pour les louer à thème avec des balades, des randonnées, des excursions, des sorties VTT. Donc ça va me permettre de pouvoir continuer ma passion dans le sport et puis d'essayer d'en vivre avec ces différents appartements à thème. Le but, c'était d'essayer de trouver un métier qui me laisse beaucoup de liberté et de temps, en fin de compte, à ma passion, à mon bien-être, qui est le sport. Et c'est vrai que ce métier, ça me permet, en fin de compte, de pouvoir accompagner les gens à faire de la randonnée, à faire du trail, à faire du VTT. Donc, ce qui me passionne complètement. Voilà, donc pour moi, c'était la meilleure des solutions. Mais le quotidien de Laurent Poissonneau passe aussi par la salle de sport. Chaque jour, il doit obtenir une dose de plus en plus importante d'endorphine. Le souci, c'est que cette hormone, elle est là depuis très longtemps, en fin de compte. Et j'ai ce besoin au quotidien. C'est pour ça que si je ne m'évade pas, si je ne fais pas de sport pendant une journée ou deux, je ne suis pas bien parce qu'en fin de compte, j'ai besoin de ça. C'est vraiment l'endorphine. On la crée au quotidien et on en a besoin. Voilà, c'est comme quelqu'un qui, je crois, qui fume. Malheureusement, ça devient une drogue et il ne peut pas s'en empêcher. Mais moi, c'est le sport et je ne peux pas m'en empêcher. Aujourd'hui, c'est inconcevable de m'arrêter et de ne pas faire de sport pendant une journée. C'est pas possible, quoi.
Le manque, si on ne poursuit pas son activité, si on ne peut pas, à cause d'une blessure par exemple, aller courir, on éprouve un certain nombre de manques et de sevrages identiques à une consommation de drogue. Identique. Donc c'est une vraie maladie, c'est ça qu'il faut faire passer. Quand on est dans une addiction au sport de type bigorexie, on a une vraie pathologie, quoi. On ne peut pas vivre en étant bigorexique éternellement. On est toujours attrapé. J'ai maintenant rendez-vous dans les environs de Montpellier avec Stéphanie Giquel. Cette avocate de 34 ans est la première femme à avoir traversé à ski l'Antarctique. 2045 km en 74 jours par moins 50 degrés. Une aventure dans laquelle elle a entraîné son mari. C'était en 2015. Je ne sens plus mes doigts. Le vent me glace le visage. Le sommet culmine à 3000 mètres. Mais il est loin. Si loin. Il faut faire vite pour quitter ce continent avant que l'hiver s'installe. L'Antarctique me donne le vertige. Et pourtant, je suis toujours là. Pourquoi s'obstiner à tenter l'impossible ? Nous n'avons plus le choix. Nous devons skier toujours plus longtemps pour finir dans les délais. Stéphanie, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure, ce défi ? L'envie. Je suis passionnée par les régions polaires. J'aime énormément l'immensité et l'inconnu aussi. Et donc j'ai eu envie de connaître la vérité de ce continent antarctique. Quelle a été la préparation nécessaire pour cette aventure ? Alors beaucoup de préparation, déjà une préparation physique. Alors j'ai tracté des pneus sur le sable en Bretagne. J'ai aussi beaucoup couru dans des entrepôts frigorifiques à Orly. Quelle était la température à ce moment-là ? Il faisait moins 22. Mais il faut savoir qu'en Antarctique, moins 22, c'est une température qui est très clémente, que j'ai eue qu'à une ou deux reprises. Après, j'avais plutôt du moins 35, voire du moins 50 degrés. De votre retour du pôle Sud, est-ce que vous gardez des séquelles sur vous ? Alors aujourd'hui, je ne garde pas de séquelles. Par contre, il faut savoir que j'ai eu des carences en oligo-éléments qui étaient assez importantes puisque je pesais 39 kg en fin d'expédition. Et puis après, il m'a fallu une année pour retrouver mon corps de coureuse sur longue distance. Donc là, j'avais perdu beaucoup de muscles. Je ne me reconnaissais pas du tout et j'avais l'impression que ça ne reviendrait jamais. On a perdu beaucoup de poids, moi j'ai pas beaucoup de réserves. Donc là, je commence à m'inquiéter. Autant je donnais beaucoup de chance de réussite il y a quelques jours, autant là, je sais peu trop en fait. Stéphanie, pourquoi infliger tant de douleur à votre corps ? Ce sont des souffrances sur une expédition. C'est sûr qu'on a faim, on peut avoir des gelures, il y a des crevasses, on a des risques de chute. Moins 50 degrés. Il y a de la température. Mais en fait, mon rêve d'Antarctique était au-delà de ces souffrances. Et la plénitude que l'on ressent, l'accomplissement, c'est un truc de fou. C'est assez énorme. Stéphanie, plus de 2000 km en Antarctique, il y a de l'excès, il y a de l'addiction chez vous ? Non, au contraire, il y a un équilibre. C'est-à-dire que j'aime énormément le sport, mais j'ai besoin aussi de tout ce que j'ai autour. Le sport, en fait, est une activité comme une autre. Et si demain, je ne peux plus courir pour X raisons, à cause d'une maladie ou autre, je projetterai mon envie sur autre chose. Alors soit un autre sport, soit une autre activité. Aujourd'hui, c'est la course à pied sur longue distance, mais je vous avoue qu'il y a le triathlon qu'il faut que j'essaye, il y a d'autres sports qu'il faut que j'essaye. Et donc je sais qu'à un moment donné, quand j'aurai réalisé certaines compétitions, je passerai sur d'autres sports et je reporterai cette énergie ailleurs, je pense. Voilà. Merci Stéphanie. Prochaine destination, c'est où ? Alors prochaine destination, c'est le Mexique pour courir une course de 180 km. La prochaine course de Stéphanie Giquel, c'est un ultra-trail, l'une des compétitions les plus difficiles au monde, comme celle qui se déroule chaque année sur les pentes du Mont Blanc. L'Ultra Trail du Mont Blanc.
Cette course, créée en 2003, est complètement folle. Entre la France, la Suisse et l'Italie, 171 km de distance et 10 000 mètres de dénivelé. Les coureurs doivent affronter des températures de moins 10 degrés et des rafales de vent de 50 km/h. En moyenne, plus d'un coureur sur 3 abandonne. À 2500 mètres d'altitude, après une nuit d'efforts, la levée du jour est souvent un soulagement, une délivrance. Pour ces coureurs hors normes, les efforts sont violents, souvent aux limites du possible. Là, je me rends compte que j'étais en train de marcher tout à l'heure et je commençais à faire des zigzags et donc je me suis recentré sur un objectif et puis c'est reparti. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait tenir si c'est si horrible ? Je pense que c'est la passion, l'envie et puis le surpassement de soi-même, je pense. On recherche toujours un petit peu les limites. Tous ne sont pas des sportifs de haut niveau. Les quelques points de ravitaillement sont vécus comme des moments de chaleur d'où il est difficile de repartir. Si vous voulez être à l'heure à Valorcine, c'est l'heure de quitter Trier. Vous prenez un petit casse-croûte et vous êtes bon pour la route. Bye bye. Il est 8h moins quelques minutes. La limite horaire approche, la disqualification guette les retardataires. Mais pour beaucoup, l'abandon n'est pas une option. Alors on part ou on reste ? On part. Sérieux ? Ouais. Il y a encore la force ? Non. non, mais on va essayer. Alors exceptionnellement, tu peux sortir par là parce qu'il y a les deux fermeurs qui t'attendent. Oh. Aller au-delà de ses propres limites et terminer la course. Plus qu'un plaisir, une drogue pour ces sportifs de l'extrême. Ainsi va l'Ultra Trail du Mont Blanc. Pourquoi certains sportifs cherchent-ils à aller au bout de leurs limites, parfois jusqu'à frôler la mort? Avec moi, Karine Noger, psychologue. Cette spécialiste accompagne les sportifs de l'extrême, amateurs ou professionnels. Karine, qu'est-ce qui pousse ces sportifs à aller toujours plus loin, à rechercher l'extrême? Alors c'est vrai que dans les sports extrêmes, le premier point auquel on pense, c'est le risque. Et je crois que c'est ça qu'ils vont chercher, c'est la sensation forte qui est associée avec le risque. Et de fait, chaque sensation va donner envie d'en avoir une encore plus forte. Un petit peu comme le flash du junkie finalement. Et de fait, les sportifs, surtout dans l'extrême, vont augmenter cette recherche de sensations constamment. Souvent on se dit mais ils sont complètement fous, ils vont se tuer, c'est dangereux ce qu'ils font. Et c'est pas du tout ça, ils recherchent pas le risque pour le risque, ils recherchent à interroger le risque et à pouvoir ressentir les émotions pour pouvoir se prouver qu'on a le droit d'exister, voilà, qu'on mérite d'exister et qu'on est profondément vivant. Donc quelqu'un qui prend des risques, surtout dans ce type d'activité, c'est pas quelqu'un qui veut mourir, au contraire c'est quelqu'un qui veut être profondément vivant. Stéphanie Giquel, qui a passé plus de 70 jours par moins 50 degrés, elle s'est infligée une douleur à son corps, une douleur à l'esprit. Finalement, est-ce qu'on est heureux et satisfait de faire des choses trop facilement? Non, c'est quand c'est difficile, quand ça nous a demandé beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'efforts et d'énergie, qu'on est fier de nous et que ça nous remplit émotionnellement et que ça nous donne ce sentiment de vie important. Alors à force d'aller si loin, du jour au lendemain, quand tout s'arrête, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces sportifs de l'extrême? Eh bien, il y a le vide qui va arriver quand ils pourront plus interroger ce risque comme avant. Moi, j'ai été beaucoup inspirée par un apnéiste qui s'appelait Jacques Mayol, que les gens ont connu à travers le film Le Grand Bleu, qui a fait découvrir l'apnée au monde entier, qui a eu des expériences et des exploits incroyables. Et puis, à un moment donné, l'âge arrivant, il n'a plus les capacités physiques de pouvoir continuer à faire sa passion. Cette personne, finalement, a fini isolée dans une maison en Italie, les volets fermés, et a fini par se pendre. Donc, il y a beaucoup de sportifs comme ça qui, après leur carrière,
ont un cheminement très difficile, très douloureux. Prenons Maradona dans le foot, on a bien vu toutes les problématiques d'agressivité, d'addiction aux drogues et à l'alcool qui sont arrivées, d'autres qui sont tombés dans la violence, l'agressivité, un joueur de rugby qui a tué sa femme, enfin des choses comme ça qui sont extrêmement dramatiques. Et personne n'en parle, alors que c'est beaucoup plus de personnes qu'on croit qui sont touchées par ce phénomène-là. Dans l'univers du sport professionnel, les problèmes psychologiques sont souvent tabous, mais pourtant bien réels. Difficile d'estimer le nombre de sportifs de très haut niveau dont l'addiction au sport cache un grave déséquilibre intérieur. Y a-t-il beaucoup de sportifs professionnels qui couvrent une dépression ou qui sont atteints de bigorexie? Stéphane Diagana, ancien champion du monde du 400 mètres haies, a accepté de parler très librement de ce sujet. Star de l'athlétisme français des années 2000, Stéphane Diagana a pratiqué le sport de haut niveau pendant des années. Il a côtoyé aussi nombre de très grands athlètes, il sait donc parfaitement de quoi il parle. Nous nous retrouvons sur une piste d'athlétisme, un jour où les scolaires s'entraînent. Il y a un exemple tristement célèbre de Jacques Mayol, l'apnéiste, qui s'est suicidé. Il y a un risque au moment de la carrière du sportif de haut niveau qu'il tombe dans la dépression. Moi j'ai eu un ami, malheureusement Pierre Quinon, qui a été champion olympique en 84, mais qui s'est donné la mort en 2011. Le sport de haut niveau, parfois, ça peut être le pansement sur la jambe de bois qui va vous permettre de trouver des ressources et en même temps des solutions à des problèmes qui sont liés à votre parcours personnel, mais qui ne va pas les traiter au fond. Voilà, c'est pour ça que j'ai le pansement sur la jambe de bois. Et puis après, vous vous retrouvez 20 ans plus tard face à ces problèmes-là et vous n'avez pas forcément la capacité à les gérer. Donc voilà, ça arrive, il y a quelques cas. Bien entendu, et ce n'est pas lié qu'au sport de haut niveau, on ne peut pas tout attribuer au sport de haut niveau, mais c'est sûr que le sport de haut niveau, c'est tellement la vie en noir et blanc que si on n'a pas émotionnellement la capacité à gérer le plus haut comme le plus bas pendant la carrière, ou le plus haut que peut représenter la carrière, et puis les moments difficiles que l'on peut connaître après, ça peut vous amener bien sûr à des pensées sombres et à des gestes irréparables comme le suicide. Le sportif de haut niveau est dans sa bulle, il a une reconnaissance sociale. À la fin de sa carrière, tout s'arrête. Comment gérer ça ? Je pense que dès qu'il y a une rupture dans la vie, il peut y avoir cette difficulté, que ce soit une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, douloureuse. Toutes les ruptures sont des moments de fragilité. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les sportifs, à un moment, vont connaître cette rupture. Tout dépend après de la préparation qu'il y a eu à ce moment qui est inévitable. Et puis nous, ça ne nous arrive pas à 70 ans comme les Rolling Stones ou à 75, ça nous arrive beaucoup plus tôt à 30, 35. Et il faut reconstruire, il faut retrouver, je dirais, des relais de développement personnel, des relais de plaisir, des relais de satisfaction aussi puissants que peut l'être le sport de haut niveau. C'est le cas pour moi, j'aime le vélo, j'aime la course à pied, la course sur route, parce que je retrouve un petit peu de ces sensations, de ce bonheur et de cette chimie du bonheur finalement, parce qu'on dit que souvent la course à pied c'est un antidépresseur. Oui, et c'est pour ça que beaucoup de gens le pratiquent pour évacuer le stress. La dépression ne touche pas seulement les sportifs de haut niveau. Chacun d'entre nous est une victime potentielle. Vous allez voir qu'une simple blessure peut entraîner une incroyable descente aux enfers. Un document de France 3 Provence-Alpes. Sébastien Nain est un trailer d'exception, un trailer hors norme. Il a même fait de la publicité pour des grandes marques de sport. Pourtant, depuis le 13 avril dernier, il est cloué chez lui. Une fracture de la clavicule avec, à la base, on ne savait pas, probablement un arrachement d'un ligament ou d'un tendon. Donc il s'avère que c'était un tendon. Donc on m'a posé 2 broches et que j'ai dû garder ou que je vais garder pendant 45 jours. Donc une immobilisation totale. Ce jour-là, lors d'un entraînement à vélo, une voiture l'a percuté. Et depuis, Sébastien vit l'activité physique par procuration, sur les écrans. Je suis passé de l'actif à l'inactif et du sportif à l'administratif. Voilà, c'est un peu ça. J'ai eu malheureusement l'occasion d'être au départ d'une course il y a quelques week-ends. Et j'ai éclaté en sanglots 3 minutes avant le départ parce que je me suis rendu compte que ça allait être long.
Et voilà, ça fait quelque chose, quoi, en fait. J'ai pris conscience. Je pense que j'en avais pas pris conscience. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que ça va être long. Car le sport tient une grande place dans la vie de Sébastien. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ses souvenirs. Bon, le Grand Raid de la Réunion, c'est mon premier ultra-trail. J'ai fini 12e. Le Marathon des Sables, c'était ma première, 10e et premier français. Les Pyrénées, j'avais fini 3e, premier français. Les États-Unis, 2e, premier français. Et le Japon, je suis passé à la trappe, donc j'étais boire le saké. Voilà. Aujourd'hui, pour se déplacer, c'est la mère de Sébastien qui fait office de taxi. Là, moi, je peux te dire pourquoi il roule comme ça, parce qu'au bord, là, c'est défoncé. Oui. Donc, Mais du coup, tu veux pas le doubler? Bah si, tu le... Ah, regarde. Oui, parce que là, tu le préviens, lui, regarde. Vous avez combien d'autonomie dans les jambes? Et malgré les plaisanteries et le sourire, la marche est lente, en tongue, au rythme du vieux chien. La semaine dernière, à 8h30 du matin, j'avais 10 tensions le lundi. J'ai refusé les cachets pour dormir. Et puis finalement, dans la semaine, on a rappelé le médecin. On lui a dit, voilà, il me faudrait des cachets. Et elle m'a réexaminé. Et elle m'a dit, bon, vous avez besoin d'un psychologue, voire d'un psychiatre, quoi. Vous êtes vraiment en dépression, là. Vous n'arrivez plus à tout gérer, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. Après, il faut l'admettre, quoi. Mais c'est pas parce qu'on va voir qu'on est malade ou qu'on a un souci. Il faut accepter de se faire aider. Il faut accepter. Ça, c'est dur. Depuis donc 2000, mon changement de carrière professionnelle, je suis dans le sport d'endurance à outrance. Faut que je le cache pas, hein. Et j'ai jamais réellement coupé. Donc là, mon coach me disait finalement, les 6 mois de coupure vont te régénérer au niveau des tendons, au niveau du mental, au niveau de plein de choses. Et tu vas revenir, tu vas être tout frais, tu vas être tout neuf. Voilà. Même si j'ai 44 ans. Parfois, ça peut paraître paradoxal, mais une blessure peut être salvatrice, dans le sens où elle dit stop, là où le sportif lui-même n'est pas capable de le faire. Donc la blessure, elle dit stop, arrête, t'es obligé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc il y en a certains qui s'effondrent, et d'autres qui enfin trouvent la force de rebondir. Ça, c'est le pas du berger. Bigorexique ou pas, Sébastien Nain garde le moral. Ils vont monter, ils vont crapahuter, après il y a un peu de chaîne, ils vont crapahuter, ils vont arriver sous le prieuré. Il continue ses sorties en tongs dans la Sainte-Victoire, avec en ligne de mire un trail en Afrique du Sud en fin d'année. Sébastien Nain est toujours en arrêt maladie. Il n'a pas repris son travail de pompier. Sébastien, bonjour. Je le retrouve maintenant en compagnie de la psychologue Karine Noger. Sébastien, on vient de vous voir dans le reportage. Déjà, comment allez-vous aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, mon activité sportive, elle est limitée. Je courais 4-5 heures par jour. Là, je suis à 50 minutes. Depuis votre accident, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y a un manque? Alors, le manque se fait sentir là depuis peu de temps. On va dire depuis un bon mois. Là, je sens la frustration. Et donc, j'ai demandé l'aide à un médecin, un généraliste et à un psychiatre pour être suivi parce que j'ai plus les clés et je ne vois pas la sortie du tunnel en fait. Voilà. Depuis 15 jours, j'ai un accompagnement médical à base d'antidépresseurs pour une durée de 4 à 6 mois. Parce que en fait, voilà, j'ai une carence, j'ai un manque de sport, j'ai un manque d'activité, j'ai plus de repères au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ça vous aide ça, ces antidépresseurs? J'ai moins de moments de pause dans ma journée, voilà, où je regarde le temps passer, à rien faire. Ça peut choquer, hein. Quand on a passé des heures à faire du sport et qu'au jour d'aujourd'hui on est assis dans le canapé et qu'on regarde dehors et on attend que le soleil se couche, ça fait bizarre. Je suis à l'inverse de ce que je faisais et je pratiquais. Et ça me fait peur. Karine, en France, il y a 12 millions de Français qui pratiquent une activité sportive régulière. Le cas de Sébastien est-il un cas isolé? Pas du tout, mais pas du tout. C'est au contraire un cas extrêmement courant. J'en croise tous les jours. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces sportifs qui
qui sont addicts. Quand on fait de l'activité physique, au-delà d'une certaine intensité, on va sécréter des endorphines. Et les endorphines, c'est des antidépresseurs naturels du cerveau. Donc quand je fais de l'activité, naturellement, je lutte contre une dépression que j'ai peut-être en moi, mais que je canalise à travers cette activité, comme un peu une automédication naturelle. Et effectivement, quand j'ai plus cette automédication naturelle, il peut y avoir la révélation de la dépression, parce qu'elle est rarement la conséquence en fait. Elle était déjà là, mais elle était contenue. Et comme elle se révèle, et qu'on n'a plus ce moyen physique de la compenser, on va souvent, et les médecins l'identifient assez facilement, passer par des antidépresseurs. Les gens qui nous regardent là, Ouais. qui pratiquent une activité sportive avec passion, comme vous le dites, à quel moment ils doivent se dire « Ouh là là, je vais trop loin dans ma pratique ». Peut-être pareil, je vais choquer. Pour moi, c'est peut-être pas négatif d'être addicté à quelque chose. Si le fait d'être addicté à quelque chose me permet de pouvoir rester vivant, de canaliser mes idées suicidaires, à un moment donné, je suis pas donc critique vis-à-vis de l'addiction complètement, parce que des fois, elle fait béquille. Par contre, quand la personne ne tient plus que par la béquille, là, c'est risqué, parce que effectivement, si la béquille saute, si l'arrêt de l'activité est obligatoire, là, on chute. Voilà. Merci Karine de nous avoir éclairés. Et je vous souhaite bon courage, Sébastien, de vous remettre sur pied rapidement. Au revoir. Je ne manquerai pas. Merci. Le sport à l'excès peut être dangereux et ce danger guette chacun d'entre nous. Certains sportifs recherchent des sensations fortes en pratiquant des sports extrêmes. Yes. Ces sports extrêmes grisent les pratiquants en les poussant aux frontières de la mort. Au-delà de son corps, il s'agit de maîtriser aussi son cerveau. Là encore, adrénaline, plaisir, addiction. À Montpellier, ces jeunes pratiquent une discipline que l'on appelle le parcours, avec un K. Le terrain de jeu, ce n'est pas la montagne, mais la ville, ou plutôt le relief qu'elle propose. Le parcours est une discipline 100% française, développée dans les années 90 en banlieue parisienne et popularisée par le film de Luc Besson, Yamakasi. Il y a quand même dans cette activité sportive la notion de danger. Là, on vous a vu, il peut se passer quelque chose, une mauvaise réception, voire peut-être plus grave. Comment vous l'appréhendez, ça? En travaillant en dessous de notre frontière, dans notre zone de confort, comme on l'appelle, justement, c'est comme ça qu'on va essayer d'augmenter notre zone de confort pour du coup minimiser le risque. C'est quoi ta zone de confort concrètement? C'est ce que je suis capable de faire avec un minimum de risque. Donc ce que je suis capable de faire de la même manière que vous, comme quand vous descendez d'une marche, vous avez peu de chances de mourir, c'est pareil pour moi. Parfois on est tenté d'essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait et c'est là où ça ne passe pas malheureusement. La blessure, elle n'est pas arrivée parce qu'on l'a voulu, on ne recherche pas la blessure, mais si ça arrive, c'est qu'on n'a pas réussi à tout prendre en compte, qu'on a posé nos pieds 3 mm trop loin, sans faire exprès. Qu'est-ce que vous ressentez lors d'un saut? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y a de l'excitation? Au début, un simple salto, ça peut déclencher de l'adrénaline, des petits sentiments devant les yeux, ou même un premier saut de fond de 3 mètres, ça peut faire au début, on a tout le corps qui tremble et on est fier de soi. Après, ce qui est grisant, c'est plus, sans essayer de faire des mouvements à chaque fois différents, de retravailler les mêmes mouvements, mais en obtenant une fluidité, quelque chose de naturel dans le mouvement en fait. Et c'est ça que vous recherchez à chaque saut? Quand je suis en l'air, donc que je sais où je suis, que je visualise parfaitement mon corps, comment je vais atterrir, que je maîtrise parfaitement le mouvement, c'est vraiment un plaisir. C'est un moment de quelques secondes là, comme vous dites. C'est même pas quelques secondes, c'est une dixième de seconde peut-être, mais je veux faire le mouvement et je veux qu'il se déroule exactement comme j'avais prévu et pas autrement. Il n'y a pas de glissade, il n'y a pas d'accro, tout est parfait. Derrière la pratique du sport extrême, il existe aujourd'hui un énorme business.
Pour terminer cette immersion dans le monde du sport, nous allons parler du Festival international des sports extrêmes, le FISE. Créé à Montpellier par un passionné il y a plus de 20 ans, cet événement s'exporte aujourd'hui aux 4 coins du monde. Une équipe de France 3 Occitanie nous raconte cette belle success story. Voilà, les présentations sont faites, mesdames, messieurs. Ils vont avoir 2 runs de 1 minute. Le premier FISE, c'était en 2002, je crois. Le FISE a été créé à l'époque, il y a 20 ans, quand on avait 20 ans. À Palavas-les-Flots, près de Montpellier, a eu lieu le Festival international des sports extrêmes. 3, 2, 1, on y va, elle part de l'explosion. C'est mon premier vélo ici, donc du coup pour moi, chaque année le FISE de Montpellier, c'est l'événement à ne pas manquer. Ici c'est un peu irréel quoi. L'ambiance, j'aime bien. Dans le FISE, j'aime tout. L'événement s'est quand même professionnalisé, il a grossi, mais on garde toujours cet esprit très festival. Ça me donne la chair de poule quand je vois ça, j'adore. Étant du Ponant, Hervé-André Benoît se glisse dans sa seconde peau. Elle est sèche là, d'habitude je l'avais mouillée. Là c'est que du bonheur. Le FISE, c'est lui. Ce quadragénaire est un rider passionné. Et comme tout ce qu'il entreprend, il le fait à fond. Donc ça fait du bien de se mettre à l'eau, ça fait du sport, ça entretient et puis surtout ce qui est important de continuer à progresser, même si j'ai 43 ans, essayer de faire de nouvelles figures et pas s'arrêter et stagner quoi. Pas rester sur ses acquis, toujours progresser. Allez en piste. Hervé-André Benoît est un jeune étudiant à Subdeco Montpellier lorsqu'il décide de créer un festival des sports extrêmes. Le wakeboard fera partie des disciplines invitées dès la première année. La chambre d'étudiants qui a vu naître le festival est bien loin maintenant. La société Hurricane emploie aujourd'hui 45 salariés installés ici, à 15 minutes de Montpellier. Je dois les avoir, ouais. Marketing, gestion des athlètes, contenu vidéo, Bayargues est le cœur de la machine FISE. C'est un événement qui est porté par des riders, par une bande de passionnés depuis le départ. Alors évidemment, tout ça s'est professionnalisé aujourd'hui, on travaille avec des méthodes, etc. Mais c'est la valeur principale quand même, c'est cette passion qu'on a tous en commun. Avec ses antennes au Canada et en Chine, la société réalise aujourd'hui 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le FISE, c'est en 2017 une tournée mondiale World Series Montpellier, Budapest, Edmonton ou encore Chengdu. En 2015, la capitale du Sichuan, ville de 10 millions d'habitants, réputée pour sa gastronomie, accueille pour la première fois le FISE. Plus de 180 000 personnes assistent aux exhibitions des riders. J'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il aurait envie d'en faire aujourd'hui? Non, j'ai déjà 70 ans. Cela ne fait pas si longtemps que les gens font du skate dans la rue, mais depuis les choses ont bien changé. Ils ont adopté nos tenues et s'essayent eux aussi au skateboard. Pour cet anniversaire, Montpellier attend 600 000 personnes, peut-être plus. Une affluence qui fait du FISE le 3e événement sportif après le Tour de France et le Vendée Globe, le plus important rassemblement européen de sports extrêmes. Un festival dont les retombées économiques sont estimées à plus de 12 millions d'euros sur les 5 jours. Montpellier est devenu en quelques années la vitrine des sports urbains. À Montpellier, je suis avec Hervé-André Benoît, le président fondateur du FISE. Hervé-André, vous êtes le fondateur du FISE, du Festival international des sports extrêmes. On vient de vous voir dans le reportage. Quel était le constat il y a 20 ans quand vous avez créé le FISE? Le constat, c'est que nos sports étaient un phénomène de mode. C'est comme ça qu'on nous présentait.
Qu'est-ce qui a changé, par exemple, en nombre de pratiquants depuis 20 ans, depuis la création du festival? Alors, moi, j'ai deux choses que je pourrais dire. C'est que déjà, nous, le FIS Montpellier, on est passé de 30 000 la première édition à plus de 600 000 spectateurs, avec un public qui est tout autant connaisseur qu'au début. Et je prends une discipline comme le wakeboard, qui est donc une sorte de snowboard tiré sur l'eau, justement, qui était beaucoup pratiqué il y a 20 ans en bateau. Ça s'est développé parce que c'était trop cher sur des téléskis nautiques, des structures différentes. On en avait une vingtaine il y a 10 ans, on en a 85 aujourd'hui en France. Donc il y a vraiment un engouement énorme des pratiquants derrière ça. Et puis justement, il y a une structuration de tout l'univers qui va autour, c'est-à-dire les distributeurs de matériel, les revendeurs, les magazines, les clubs, les événements. Et c'est tout ça justement qu'on essaye nous dans notre partie de fédérer et plutôt se comparer avec du tennis ou du football. Bien entendu, le sport n'est pas uniquement source de danger, mais d'abord de bonne santé et de bien-être. Tout est donc une question d'équilibre et de connaissance de soi, de respect de ses propres limites. Alors oui, faisons du sport, bougeons, marchons, courons, nageons, mais consommons le sport avec modération. C'est la fin de ce numéro de Réseau d'enquête. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur France.tv. À bientôt.